L'Airbus A380 était censé être imparable. Le plus gros avion de passagers du monde, un double pont conçu pour les cieux les plus fréquentés de la planète. Airbus avait en tête le client parfait, Japan Airlines. Elle assurait des vols intérieurs chargés à chaque heure. Elle dominait les aéroports de Tokyo, où les créneaux sont rares. Et sa plus grande rivale, AENA, se préparait à acheter l'A380. Pourtant, Japan Airlines n'a jamais commandé un seul A380. Pas de porte-étendard à thème tortue, pas de super jumbo glamour, juste un silence. Sur le papier, on aurait dit de l'hésitation. En réalité, c'était une des décisions les plus disciplinées de l'histoire de l'aviation. Alors pourquoi Japan Airlines a-t-elle rejeté l'appareil que tout le monde pensait fait pour elle? Et qu'est-ce que ça dit de l'économie impitoyable de la gestion d'une compagnie aérienne après une faillite? Pour comprendre, il faut d'abord savoir que Tokyo compte 2 aéroports, Haneda et Narita, parmi les plus fréquentés d'Asie. Ensemble, ils gèrent plus de 100 millions de passagers chaque année ces dernières années, avec d'immenses flux internationaux vers les États-Unis, l'Europe et à travers l'Asie. Mais voilà ce qui rend le Japon unique. Le marché intérieur est complètement fou. Des trajets comme Tokyo-Osaka enregistrent 10 millions de passagers par an, soit 27 000 chaque jour. Des Airbus A350 et Boeing 777 bourrés de plus de 400 passagers assurent des vols toutes les heures. 1 heure porte à porte, puis on repart et on recommence. Les voyageurs d'affaires japonais payent cher pour la flexibilité de départ et la ponctualité. Les touristes acceptent des configurations plus serrées pour payer moins cher. JAL et AENA se partagent cette mine d'or. Si tu peux remplir un 777 avec plus de 500 personnes en vol domestique chaque heure, un A380 avec 550 sur des vols internationaux, ça doit forcément être rentable, non? C'est exactement ce qu'Airbus pensait. Ils se sont complètement plantés. Nous sommes au milieu des années 2000. Airbus est en mission mondiale, proposant l'A380 à tous les grands transporteurs. Singapore Airlines, Emirates, British Airways, Lufthansa et d'autres. Son équipe de vente présentait des arguments solides sur l'économie des hubs, l'utilisation des créneaux et l'attractivité pour les passagers. Elle ciblait JAL avec ce qui semblait être la meilleure proposition de toute l'histoire de l'aviation. Regardez vos contraintes de créneaux. Haneda et Narita sont complètement saturés. Regardez votre densité de passagers. Vous exploitez déjà des vols domestiques avec plus de 500 sièges. Regardez vos liaisons internationales. Tokyo vers New York, Los Angeles, Londres, Paris. Des marchés parfaits pour l'A380. La présentation était sans doute impeccable. Airbus avait fait ses devoirs. Il connaissait le réseau de JAL, les chiffres de passagers, les limites de créneaux. Sur le papier, JAL semblait le client idéal pour l'A380. Singapore Airlines et Emirates se battaient pour les créneaux de livraison, passant d'énormes commandes d'A380. British Airways s'était engagé. Même les transporteurs plus modestes étaient séduits par le prestige et l'attrait pour les passagers. Pendant ce temps, l'équipe de JAL étudiait la proposition et refusait en 2007. La raison officielle évoquait les retards de production chez Airbus, qui plombaient le programme et repoussaient les livraisons de plusieurs années. Les dirigeants de JAL n'étaient pas juste polis. Voici ce qui a vraiment façonné la réflexion à long terme de la compagnie. Alors que les compagnies aériennes du monde entier succombaient à la tentation des 4 moteurs et du spectacle à 2 étages, JAL est restée ferme après un premier refus. Plus tard, elle a misé à fond sur la construction de la flotte long courrier premium la plus efficace d'Asie, basée sur un principe révolutionnaire, la suprématie des bimoteurs. Le Boeing 777-300ER est devenu son fleuron long courrier, optimisé pour ses trajets spécifiques. Puis sont arrivées de grosses commandes stratégiques d'Airbus A350-900 et A350-1000 en 2013, prévues spécialement pour remplacer les vieux 777-200 et 777-300 de sa flotte. Ce n'était pas du shopping aérien au petit bonheur la chance, c'était une planification de flotte méthodique. La stratégie brillait par sa simplicité. Plutôt que de cramponner 550 passagers dans un unique A380 géant par jour, JAL proposait plusieurs fréquences quotidiennes avec des avions plus petits et efficaces. Tokyo-Los Angeles, 3 vols en 777 plutôt qu'un seul A380. Tokyo-Londres, plusieurs départs en A350 plutôt qu'un seul gros avion. Les voyageurs d'affaires, véritables vaches à lait de JAL, ont enfin de vraies options. Départ tôt le matin pour des réunions le jour même. Départ l'après-midi pour optimiser le planning tokyoïte. Départ en soirée pour les vols de nuit. Plusieurs choix au lieu d'un gros avion qu'ils pourraient louper.
Japan Airlines a déposé le bilan en 2010, l'une des plus grandes faillites de l'histoire de l'aviation, avec environ 25 milliards de dollars de dettes. Ce n'était pas un coup de théâtre. JAL perdait de l'argent depuis des années, plombé par des décisions politiques sur les routes et une structure de coûts gonflée, privilégiant le prestige national au détriment des bénéfices. L'ancienne JAL fonctionnait comme un service public. Les vols existaient parce que les politiques le voulaient, pas parce que c'était rentable. Les avions étaient achetés pour faire joli lors des cérémonies patriotiques. Des frais généraux énormes étaient maintenus, car licencier était un sujet trop sensible. La restructuration a été brutale, mais révolutionnaire. La nouvelle direction a supprimé environ 16 000 emplois et annulé des dizaines de routes non rentables. Surtout, elle a instauré une règle d'or, discipline financière. Chaque décision devait passer un test sévère de rentabilité. Ce n'était pas qu'une restructuration, c'était un changement total de culture. La nouvelle JAL a appris à dire non à tout ce qui ne rapportait pas directement un profit durable. Dans cette nouvelle réalité post-faillite, envisager un truc comme l'A380 aurait été le symbole même de tout ce qui n'allait pas avec l'ancienne JAL. 4 moteurs signifiaient plus de coûts comparés aux bimoteurs. Des petites flottes compliquaient la donne avec des frais fixes énormes. Aucune flexibilité, ce qu'une compagnie disciplinée ne peut pas se permettre. La faillite a appris à JAL que les compagnies aériennes réussissent en étant simplement profitables, pas en faisant faillite de façon spectaculaire. Mais voilà ce qui embrouillait les observateurs de l'industrie. JAL utilise bien d'impressionnants 777 à plus de 500 sièges sur des vols domestiques. Tokyo-Osaka, complet à chaque vol. Sapporo, Fukuoka, Okinawa, même histoire. Donc si elle peut faire fonctionner des gros porteurs ultra denses sur du domestique, pourquoi pas des A380 en international? La réponse révèle un point que la plupart des experts en aviation ratent complètement concernant la complexité opérationnelle. Ces vols domestiques sont totalement différents en termes d'opération. Moins de 2 heures porte à porte avec des besoins de rotation ultra rapides. Les passagers sont majoritairement des business travelers japonais qui connaissent la routine par cœur. Arrivée, embarquement efficace, bagages cabine gérés, débarquement rapide. Les aéroports sont conçus pour gérer un gros flux domestique. Ces passagers font régulièrement le même trajet. Ils savent quel siège ils préfèrent, quand arrivés, à quoi s'attendre. Le flux opérationnel est prévisible et optimisé. En comparaison, les vols internationaux sont un cauchemar opérationnel. Il faut plus de temps pour l'embarquement avec les contrôles passagers. La gestion complexe des bagages inclut les douanes. Les formalités d'immigration créent des embouteillages, des passagers venus de dizaines de pays avec des attentes et langues variées. Le plus important, les routes internationales n'ont pas une demande constante de plus de 550 passagers comme sur les axes domestiques. Un vol Tokyo-Osaka est plein parce que des millions de personnes font ce trajet régulièrement. Un Tokyo-Paris varie selon les saisons, l'économie, la concurrence d'autres hubs européens. Un A380 sur du domestique serait un désastre opérationnel. Rien que l'embarquement tuerait les délais de rotation. Les contraintes de porte créeraient des goulets d'étranglement dans tout le système. Le modèle économique qui marche pour les 777 ne s'adapte pas aux A380. JAL a compris ça grâce à une analyse poussée. Mais leur principal rival allait bientôt commettre une erreur très coûteuse. ANA a commandé exactement 3 A380 en 2016, spécialement pour le marché loisir Tokyo-Honolulu. Les avions décorés aux couleurs des tortues ONU sont devenus des stars d'Instagram, misant sur la popularité énorme d'Hawaï auprès des touristes japonais. Ces avions étaient configurés pour le trafic loisir avec 520 sièges, toutes classes confondues, vendus comme des expériences de resort volantes. La stratégie semblait géniale. Hawaï attirait plus de 1,5 million de visiteurs japonais chaque année avant le Covid. Mais les A380 d'ANA n'étaient affectés qu'à une seule route programmée, Tokyo-Narita vers Honolulu. C'est tout. Lorsque la demande était forte, les profits semblaient corrects. Lorsqu'elle baissait, ils devenaient un vrai poids financier. Puis la pandémie a frappé comme un marteau. Les voyages vers Hawaï ont complètement disparu. Ces géants à la déco tortue sont restés cloués au sol, tandis que ANA devait absorber les coûts fixes élevés sans un seul centime de revenus. Pire encore, ANA ne pouvait pas les réutiliser ailleurs. Trop gros pour la plupart des routes, besoin d'équipements au sol spécifiques, et leur cabine loisir ne convenait pas du tout au marché business. Même avec la reprise, les A380 restent des outils de niche problématiques plutôt que des atouts rentables. JAL a sûrement étudié ces difficultés et vu tous les risques se confirmer. Alors voilà ce que certains passionnés d'aviation oublient, les petites sous-flottes d'avions uniques coûtent une fortune.
Les 3 A380 de la ANA demandent une infrastructure complètement indépendante. Formation d'équipage spécialisé qui coûte des centaines de milliers par pilote. Stock unique de pièces détachées. Équipement au sol modifié. Procédures de maintenance différentes nécessitant des outils spécifiques. JAL a compris ça après leur faillite. Leur focus sur les bimoteurs, 777-300ER en tête, remplaçant A350-900 et A350-1000, 787 efficaces, permet un partage des formations, des stocks de pièces communs et des opérations simplifiées. Un pilote formé sur A350 passe facilement aux autres Airbus. Les équipes de maintenance n'ont pas besoin d'équipements spéciaux pour les avions atypiques. Cette homogénéité de flotte, c'est devenu l'atout compétitif de JAL. Haneda et Narita figurent parmi les aéroports les plus limités en créneaux dans le monde. On pourrait croire que cette réalité économique favorise fortement les A380, maximiser les passagers par créneau précieux. Non, totalement faux. La stratégie sophistiquée de JAL se concentre sur la fréquence et la commodité des horaires plutôt que sur la capacité théorique maximale. Voici pourquoi cette approche génère plus de revenus malgré un nombre moindre de passagers par vol. Un voyageur d'affaires entre Tokyo et New York veut des options d'horaire adaptées à ses besoins. Peut-être préfère-t-il un départ matinal pour assister à une réunion le jour même, ou un vol en soirée pour optimiser sa journée à Tokyo avant le voyage. Avec plusieurs vols dans la journée, il a de vraies options qui justifient de payer un tarif premium. Un seul vol A380 par jour élimine totalement cette flexibilité. Manquer le départ à cause d'une correspondance domestique retardée, il faut attendre demain, ce qui fait perdre une journée complète de travail. Vol retardé à cause du temps ou d'un problème technique, tout le planning du voyage est chamboulé sans alternative. Mais la stratégie de JAL va bien plus loin que la simple commodité des passagers. Elle exploite brillamment les partenariats internationaux via l'alliance One World et ses accords de co-entreprise. Prenons l'exemple de la route Tokyo-Los Angeles. Au lieu d'un seul grand vol A380 transportant 550 passagers, JAL propose plusieurs vols quotidiens finement coordonnés. Certains se connectent parfaitement au réseau domestique d'American Airlines pour des correspondances vers des villes secondaires aux États-Unis. D'autres s'ajustent pour respecter des horaires business avec une arrivée le jour même. Le résultat ? Une meilleure utilisation globale des créneaux, un taux plus élevé de passagers premium captés et une flexibilité opérationnelle face aux variations saisonnières ou imprévues des voyages. Cette approche partenariale permet à JAL de répartir efficacement le trafic sur son réseau tout en gardant l'avantage de fréquence que les voyageurs d'affaires sont prêts à payer. Pendant que ses concurrents cherchaient le spectacle avec des méga-avions, JAL jouait stratégiquement aux échecs avec son réseau. Il y avait un piège, le facteur prestige de l'A380, le plus gros avion de passagers au monde, un véritable paradis pour les passionnés d'aviation. L'A380 est devenu un symbole de statut pour les compagnies aériennes souhaitant afficher une importance mondiale et un leadership technologique. Nous opérons l'appareil le plus avancé est devenu un argument marketing en or, même quand l'économie opérationnelle ne suivait pas. JAL a complètement évité tout ce cirque médiatique. Elle a construit méthodiquement des opérations durables et rentables, tirant les leçons difficiles de sa faillite et restructuration de 2010. Les décisions récentes sur sa flotte confirment cette philosophie rigoureuse. Des choix stratégiques d'avions basés uniquement sur l'économie des routes et les besoins opérationnels, pas des projets de prestige qui dilapident des ressources pour un effet marketing. La nouvelle JAL a compris un truc que ses concurrents ont raté, les passagers se soucient de la commodité des horaires, du rapport qualité-prix du billet et de la qualité du service. Ce ne sont pas les types d'appareils ni leur sophistication technique qui les attirent. Pourquoi Japan Airlines a-t-elle refusé le A380 ? Simplement parce qu'elle n'avait pas besoin d'une telle capacité. JAL l'a rejeté parce qu'il échouait à toutes les épreuves stratégiques après sa transformation en 2010. La stratégie de flotte demandait efficacité et flexibilité des bimoteurs. L'analyse du marché montrait que la fréquence et le trafic premium généraient plus de profits que la capacité maximale. La discipline post-faillite signifiait contrôle des coûts plutôt que spectacle. Japan Airlines a évité le A380, non pas parce qu'elle ne pouvait pas l'utiliser, mais parce qu'elle n'en avait pas besoin. En choisissant la stratégie plutôt que le spectacle, JAL a évité les pièges du plus gros avion du monde. Parfois, la décision la plus stratégique ne fait pas vibrer les gros titres, mais elle assure des profits durables qui permettent aux compagnies de voler rentablement durant des décennies.